Salut et bienvenue sur Anakaland pour une vidéo que j'avais promis depuis un bon moment déjà. Une analyse de la série Invasion d'Apple TV. Pour des raisons de planning, j'ai fait le choix d'attendre la fin de la deuxième saison pour me lancer dans cette vidéo qui je l'espère vous plaira. Invasion est une série britannique de science-fiction dramatique créée par Simon Kinberg, producteur anglais reconnu principalement pour des films comme Seul sur Mars ou la saga X-Men, et David Whale, aussi connu pour la série plus récente Citadel. La série Invasion a été diffusée pour la première fois sur Apple TV+ en octobre 2021 et sa seconde saison vient de s'achever sur la plateforme à la pomme. À sa sortie, la série Invasion a suscité un intérêt considérable en raison de son concept intrigant et de ses créateurs de renom, mais elle a été accueillie de façon mitigée par la critique et le public. Les critiques ont salué l'intrigue mystérieuse et la qualité de la production, notamment ses effets spéciaux impressionnants et son casting solide. Certains ont trouvé que la série avait un potentiel intéressant en termes de développement de l'intrigue et des personnages. Cependant, certains spectateurs ont exprimé des réserves quant au rythme de la série et au niveau du suspense maintenu tout au long de la première saison. Certains ont estimé que la série était lente à démarrer et qu'elle ne dévoilait pas suffisamment d'informations sur les envahisseurs et leurs intentions. Certains ont apprécié son approche lente et énigmatique, tandis que d'autres auraient préféré une action plus rapide et des réponses plus immédiates aux questions posées par l'intrigue. Côté production, la série a fait preuve d'un très haut niveau cinématographique, et a notamment été tournée dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, le Japon ou le Maroc, et ce afin de capturer l'aspect mondial de l'invasion extraterrestre. De plus, Invasion mélange habilement des éléments de science-fiction, de suspense et de drame pour créer une expérience immersive pour le spectateur. L'énigme entourant les extraterrestres et leurs intentions est un élément central de cette série. Dans cette vidéo, nous plongerons donc dans les mystères d'Invasion, explorant l'intrigue complexe, les personnages fascinants et les messages cachés qui ont suscité l'enthousiasme et la curiosité des spectateurs. Découvrons ensemble pourquoi cette série a tant captivé l'imagination du public et ce qui la rend unique dans le paysage des séries de science-fiction contemporaines. Pensez à vous abonner, liker et commenter la vidéo avec vos avis sur cette série pour l'aider à faire son chemin. Et préparez-vous à découvrir ce qui se cache derrière cette invasion. Dans cette production de science-fiction créée par Simon Kinberg et David Whale, l'humanité est confrontée à une menace extraterrestre mystérieuse et terrifiante. Tout commence par des événements étranges à travers le monde, mettant en péril la vie quotidienne de personnes ordinaires. Invasion suit plusieurs personnages à travers le monde alors qu'ils réagissent à une série d'événements étranges et inexpliqués. Des phénomènes paranormaux et des rencontres avec des extraterrestres commencent à se produire, ce qui perturbe la vie quotidienne des gens et les pousse à remettre en question leur compréhension du monde. Mais au-delà de l'inconnu, Invasion explore des thèmes profonds tels que la survie, la famille, la collaboration internationale ou la résilience humaine. L'un des thèmes centraux de la série est la lutte pour la survie face à une menace extraterrestre. Les personnages sont confrontés à des situations dangereuses et doivent s'adapter rapidement pour survivre. L'invasion extraterrestre crée un environnement où la survie devient la priorité absolue pour les personnages, révélant ainsi leur résilience face à l'adversité. Chaque épisode teste leurs limites physiques et mentales, mettant en lumière la force de l'esprit humain face à l'extinction. Cela souligne la force de l'humanité et la capacité des individus à faire face à l'adversité. En cela, Invasion explore en profondeur les dynamiques familiales à travers différents personnages. Les liens familiaux sont mis à l'épreuve alors que les personnages luttent pour protéger leurs proches. Les membres de la famille sont souvent séparés ou mis en danger, soulignant les sacrifices que les parents et les proches sont prêts à faire pour protéger les leurs. La série montre également comment les familles peuvent être source de force et de soutien dans les moments difficiles, et parfois même de vrais boulets qu'il faut pourtant assumer tout autant. Ces liens familiaux renforcent l'émotion de chaque décision et de chaque perte. La série joue aussi sur la peur de l'inconnu et de l'inexplicable. Les extraterrestres restent largement mystérieux tout au long de la première saison de la série, ce qui renforce la tension et l'angoisse des personnages et des spectateurs. Cela souligne donc comment les humains réagissent face à l'incertitude. Alors que les événements étranges se produisent à travers le monde, les personnages doivent apprendre à faire confiance à des étrangers et à collaborer avec des individus de différentes cultures pour comprendre la menace extraterrestre. Invasion est surtout un récit choral qui se déroule tout autour du monde. Elle met en scène des personnages de différentes origines culturelles qui doivent trouver un terrain d'entente pour faire face à la menace commune. À mesure que l'invasion se propage à l'échelle mondiale, les différentes nations doivent coopérer pour faire face à la menace. Cela met en lumière l'importance de la coopération internationale dans des situations de crise, et souligne les défis et les opportunités qui se présentent lorsque tout le monde doit travailler ensemble pour sa survie. Cela souligne l'importance de la tolérance et de la compréhension interculturelle, même dans des situations de crise. Surtout dans des situations de crise. La série explore de fait la complexité de la confiance. Dans des situations tendues, les personnages doivent souvent faire des choix difficiles pour survivre, et cela entraîne parfois des actes de trahison. Cela soulève des questions sur la confiance envers les autres dans un monde post-invasion. Certains personnages sont également confrontés à des décisions qu'ils ont prises dans leur passé, mettant en lumière les thèmes de la responsabilité.
Les conséquences de leurs actions passées ont un impact direct sur leur survie dans le présent, soulignant ainsi l'importance des choix et des actes passés. La série peut également être interprétée comme une allégorie de la manière dont l'humanité traite sa propre planète. Les actions extraterrestres peuvent être interprétées comme une métaphore des conséquences de l'exploitation de la Terre. Les événements extraordinaires de la série amènent les personnages à remettre en question leur compréhension de ce que signifie être humain. Ils sont confrontés à des décisions morales difficiles, remettent en cause leur humanité et doivent souvent choisir entre agir comme des humains ou comme des étrangers. Cela soulève des questions profondes sur ce que signifie être humain dans des circonstances extraordinaires, sur notre propre humanité et nos valeurs. C'est donc tous ces thèmes plus ou moins discrets dans le récit qui font d'Invasion une série très riche, et cela explique également le choix fait concernant le rythme de celle-ci. C'est en construisant leur intrigue de manière lente et soignée qu'autant de sujets ont pu être abordés. Il est maintenant temps de passer plus en détail sur ces différents thèmes grâce aux éléments narratifs de la série. Je commence avec la première saison et le chapitre suivant sera consacré à la saison 2, donc n'hésitez pas à sauter plus loin grâce au chapitrage si ça vous dit. La première saison commence avec un personnage des plus intéressants, le shérif Tyson, un homme chargé de maintenir l'ordre dans une petite ville de l'Oklahoma et incarné par le seul et unique Sam Neill. Lors de son dernier jour en poste avant la retraite, il se retrouve à enquêter sur une disparition et il est le seul à en voir le véritable enjeu. Il en vient même à se demander si cela ne pourrait pas être l'enquête de toute une vie. Pendant ses recherches, il passe notamment par un champ de maïs au milieu duquel se trouve un cratère d'origine inconnue. Et ici on a étonnamment une petite référence à Jurassic World 3, qui était sorti à peine quelques mois plus tôt, alors qu'il se fait attaquer par une nuée de sauterelles. Celles-ci ne sont pas géantes, mais difficile de ne pas y voir un lien entre les deux œuvres. Cet arc narratif, qui aurait pu être des plus intéressants et qui était surtout porté par un excellent acteur, s'achève toutefois très vite, à la fin du premier épisode, quand il se fait tuer par une sorte de dard jailli du sol, dans ce même cratère, dans ce même champ de maïs, qui prendra une grande importance pour la suite de la série. Ainsi, Sam Neill n'était présent dans la série que pour son pilote, probablement pour s'assurer que le lancement de la série se passe bien. C'est dommage, on a raté une belle occasion de voir cet acteur à son meilleur, mais on se doute bien que le budget aurait explosé s'ils avaient voulu garder son personnage pour toute la durée de la série. La série se poursuit donc en nous introduisant d'autres personnages qui seront au cœur de toutes les intrigues et enjeux d'Invasion. Ils vont en effet nous emmener tout autour du monde et même dans l'espace. Pour rester du côté des États-Unis, on découvre Anisha Malik, une mère de famille d'origine iranienne dont toute la famille se montre plus insupportable les uns que les autres dans cette saison. En effet, si on regarde simplement du point de vue du spectateur, cet arc narratif est vraiment chiant. Entre la femme trompée qui boude, le mari lâche et menteur, ou pire les gosses insupportables. Mais pour ce qui est du plan humain, ça reste un récit puissant qui nous montre de quoi une femme normale serait capable pour mettre sa famille en sécurité. Et puis, au final, Anisha est une femme très forte et pleine de ressources. Ancienne étudiante en médecine, elle en garde de très bonnes bases, et surtout, sa force de caractère est la seule chose qui les garde tous en vie jusque-là. De plus, un mystère demeure aussi concernant cette famille, et surtout le fils. Alors qu'au tout début, tous les enfants de son école se sont mis à saigner du nez, pour lui, rien. Et depuis, par moments, il entend comme une voix. La voix des aliens. Un peu comme Caspar, un autre jeune personnage vivant en Angleterre. Il est un peu spécial lui aussi, surtout car il souffre d'épilepsie, ce qui le place en marge de ses camarades qui le harcèlent à cause de sa pathologie. Mais très vite, là aussi, on comprend que ces crises ne sont pas de simples crises. Elles lui permettent de prédire certains événements et autres trucs encore plus étranges. Son histoire commence alors qu'il part avec sa classe pour une sorte de sortie scolaire et qu'un accident précipite leur bus au fond d'une carrière, laissant les enfants livrés à eux-mêmes pour leur survie, ignorant totalement et aussi protégés de ce qu'il se passe dans le reste du monde. Un élément très sympa de la série, bien que là encore ça traîne beaucoup en longueur. Mais voir ces jeunes tenter de survivre et de s'organiser sans adultes, avec les différents conflits et alliances qui se créent, j'ai beaucoup aimé ce développement. Notamment ce jeune garçon au cœur bon, qui doit survivre au milieu de crétins ignorants qui se moquent de lui, mais qui peut tout de même compter sur l'amitié de Jamila, dont il est secrètement amoureux. Vient ensuite Mitsuki Yamato, incarné par Shiori Kutsuna, une ingénieure de génie qui travaille pour la JAXA, le programme spatial japonais. Son talent est très efficacement introduit en à peine quelques secondes alors qu'on la voit battre et surtout anticiper tous les coups d'un ordinateur au jeu de Go. On fait sa connaissance alors qu'elle prépare l'une des missions les plus importantes pour le programme japonais, envoyer une équipe d'astronautes dans l'ISS pour une longue durée. Et l'astronaute en charge de la mission n'est autre que sa petite amie Hinata. Une relation secrète qui est donc introduite au spectateur de façon très délicate et subtile, comme si nous aussi nous faisions partie de la confidence. Alors que tout se passe bien pour la mission, tout à coup tout commence. Ce qui semble être un accident détruit la station spatiale et le contact est rompu. Les astronautes sont considérés comme perdus, mais Mitsuki ne l'entend pas de cette oreille. Elle refuse d'accepter la perte de la femme qu'elle aime, et elle tente donc, contre l'avis de ses supérieurs, de reprendre contact, ou du moins d'étudier les communications de la station grâce au relais radio qu'on l'a vu mettre en place plus tôt.
Évidemment, sa petite rébellion lui vaut d'être renvoyée, alors qu'elle a bien sûr raison, ce qui est encore plus frustrant. Elle fait ensuite la rencontre du père d'Hinata, lui aussi un ancien employé de la JASA qui va l'aider dans sa mission. Puis, au final, quand ses supérieurs comprennent que c'est extraterrestre, ils ont besoin d'elle, évidemment. Donc ils la mettent à la tête d'une équipe de recherche qui tente d'entrer en contact avec les aliens. Jusqu'à ce que les ricains, avec leurs gros égos et leurs grosses bombes, ne rentrent dans la partie. Et avant de m'attarder là-dessus, en parlant d'Américains, on fait également la connaissance de Treven Cole, un soldat déployé en Afghanistan qui subit avec toute son escouade lors d'une banale mission une attaque inexplicable. Une sorte de vaisseau invisible les balaye comme fétus de paille, les laissant pour morts. Après son réveil, Treven est seul en plein désert. Ses hommes ont disparu et la seule pensée qui va alors l'obséder est de les retrouver. Il part donc seul à travers le désert sans trouver personne si ce n'est un petit chevrier afghan. Et quand enfin il arrive à sa base d'opération, personne. Tout le monde a disparu. Tout est toujours en place comme s'ils avaient quitté les lieux précipitamment. Le chemin de Treven ne s'arrête donc pas là. Ici, on comprend assez vite, sans qu'on nous le dise clairement, que les extraterrestres ont attaqué tous les endroits où il y avait des forces armées humaines. Leur première frappe a éliminé les moyens de défense de l'humanité, et avec ça les moyens de communication et de surveillance. Et quand Treven retrouve enfin un de ses gars à l'hôpital, ils se font attaquer, et il entrevoit son premier alien avant de devoir à nouveau poursuivre sa route pour rentrer chez lui. Donc un récit des plus longs et inutiles si l'on se contente de regarder en surface pour ce qui est de l'intrigue de la série. Mais pour ce qui est de la construction de personnages, c'est plutôt intéressant, même si on ne m'enlèvera pas l'idée que c'était vraiment trop long. Au début, on découvre un soldat plutôt sympa, mais en conflit avec sa femme. Puis, on s'aperçoit de son biais de perception concernant les locaux, barbus et bronzés, qu'il prend tous pour des terroristes. Puis, au fil du temps, il s'ouvre à tous ces gens qu'il croise et se montre plus fragile. On comprend qu'il a perdu un enfant, ce qui l'a poussé à grandement s'éloigner de sa femme plutôt que de la soutenir. Et on finit même par apprendre que ça fait 2 ans qu'il fuit cette réalité et son deuil. Il fait d'ailleurs son dernier bout de chemin aux côtés d'une famille afghane dont la philosophie lui est très bénéfique, et aussi très éloignée du sentiment de supériorité américain. Au terme de leur route, alors qu'il trouve enfin un avion prêt à le ramener en Occident, il se met même en position de faiblesse pour aider cette famille à embarquer avec lui. Il a donc fait un très long chemin, tant physique dans le désert que dans sa tête. Toutefois, jusqu'ici dans la série, la menace extraterrestre était restée très abstraite, secrète. Tout le monde cherche des explications en fonction de son point de vue. Terrorisme, guerre classique, canular, etc. Puis, enfin, quand le monde ouvre les yeux, on a notamment la présidente américaine qui s'exprime à la télévision et annonce que nous ne sommes plus seuls dans l'univers. Déjà, merci, mais encore heureux, car l'inverse serait hyper triste, mais le problème c'est plutôt qu'il débarque chez nous. Enfin, la saison entre dans sa seconde phase. Tout s'accélère un peu et surtout la série nous offre quelques réponses. On découvre un des visages de l'ennemi, ces sortes de drones de combat faits de matière malléable et informe, qui patrouillent la planète pour éliminer tous les humains sans distinction, et surtout qui répandent des spores visant à altérer notre écosystème en commençant par son atmosphère et sa végétation. Des spores qui ont une véritable apparence de coraux ou de végétation marine plus largement parlant, ressemblant vraiment à des sortes d'anémones de terre ou presque de métal. Réponse que la série va distiller au fur et à mesure des épisodes de saison en saison. On n'est donc vraiment pas prêt de tout comprendre. Les 2 arcs qui nous apportent le plus de réponses sont bien sûr celui de Mitsuki, la seule scientifique à un peu tenter de comprendre nos invités, et surtout, plus inattendu, celui de Caspar, qui est connecté aux aliens et interprète ce qu'il perçoit via ses dessins. Mais avant ça, on va repasser par une longue promenade dans la campagne anglaise avec ses camarades de classe, jusqu'à leur retour chez eux à Londres. Mais revenons d'abord un peu à nos autres personnages. En commençant par Anisha, qui après plusieurs passages où elle prouve sa force de caractère et ce dont elle est capable, comme voler une voiture ou tenir à bout de bras sa famille en carton, se retrouve emportée trop loin par un de ses mensonges. Alors qu'elle est en raid de ravitaillement, car son mari avait trop peur pour y aller lui-même, elle se présente comme un médecin à des soldats pour ne pas être arrêtée. Mais il l'embarque vers un camp de réfugiés où elle va donc devoir assumer son mensonge. C'est là qu'on voit qu'en réalité la mère de famille avait largement de quoi être un grand médecin, corrigeant même le travail d'un vrai praticien. Mais très vite, alors que l'armée tente de la mener encore plus loin, elle réalise que sa famille est restée derrière et elle s'enfuit pour retourner vers eux, à pied. Plus tard, une fois qu'elle les a retrouvés, quand enfin son mari ne se comporte pas comme un lâche en s'enfuyant, il se fait choper par un alien qui avait trouvé leur planque. Et c'est alors que survient un des événements d'une grande importance pour la série. Le morceau de métal étrange que son fils avait ramassé plus tôt sert d'arme à Anisha, qui n'avait plus rien d'autre sous la main. Et elle réussit à tuer une de ces créatures pour protéger ses enfants. A ce sujet, dites-moi si le passage où il ramasse cet éclat de métal alien vous a marqué, car je suis personnellement incapable de me souvenir comment cela s'est produit. Ou alors, est-ce que c'est normal car ça s'est passé hors caméra? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, ça arrêtera de me prendre la tête. Ce morceau de métal s'avère donc être la seule arme à ce jour capable de tuer ces aliens, et va bien sûr devenir l'objectif ultime de l'armée, du gouvernement et autres entités.
C'est d'ailleurs pour cela que la vie de cette petite famille va encore plus être bouleversée. Alors que l'armée tente de les mettre en sécurité pour en apprendre plus sur cet objet, ils sont interceptés par des civils, eux aussi à la recherche de cette arme. Anisha s'enfuit dans les bois avec ses enfants et découvre notamment un nouvel effet de ce fragment. Il peut repousser la corrosion alien présente sur la végétation. Et son mari, qui s'avère enfin un peu utile dans tout ça, reste en arrière pour distraire les assaillants. Et c'est enfin là qu'il se fait abattre. Il n'est donc pas mort de la main des extraterrestres, mais bien de celle de l'homme. Prouvant encore ici que même lorsque notre espèce est menacée, on reste des êtres mesquins et avides qui s'entretuent plutôt que s'unir autour d'une ressource d'une grande importance. Mitsuki à nouveau, qui est à présent à la tête d'une équipe dans un relais satellite japonais, tente d'identifier les fréquences et modes de communication des envahisseurs. Elle réussit à isoler la communication survenue au moment de l'accident et reste convaincue, certaine dans ses tripes, qu'Hinata est encore en vie. Mais une fois que les Américains s'en mêlent, son travail est utilisé simplement pour localiser le vaisseau et lui balancer une bombe nucléaire. La réponse de base de tout Américain de base. Mais là, avec la complicité des Japonais, cela prend un sens complètement différent au vu de leur histoire. Ainsi, pendant que certains tentent de communiquer et comprendre, d'autres veulent détruire avant de poser la moindre question. Des actes qui vont à coup sûr avoir des répercussions négatives dans le futur de la série. Caspar, de son côté, développe de plus en plus ses perceptions des extraterrestres. Il les comprend, les entend, et comme par hasard, il capte surtout ce qui est utile à la série, ce qui concerne les autres personnages. Comme si les seules communications des aliens concernaient Trevent, Hinata ou lui-même. Mais plus concrètement, une fois que lui et Jamila sont à Londres, il leur vient l'idée de provoquer l'une des crises du garçon pour voir où ça les mène. De plus, la mère de la jeune fille travaille dans un hôpital, encore une fois, le hasard fait bien les choses. Mais la route pour l'hôpital est trop dangereuse, et alors qu'ils ont besoin d'aide, ils tombent sur Trevent, le soldat, qui avait réussi à venir jusqu'à Londres mais ne peut toujours pas rentrer chez lui. Trevent a donc décidé de noyer son chagrin dans l'alcool, jusqu'à ce que les gamins réussissent à le convaincre du don de Caspar, grâce à son carnet à dessin, et il les accompagne donc jusqu'à leur objectif. Il fait même pression sur le médecin alors qu'il connaît si peu ses enfants. Mais clairement, ses enfants en danger refont naître en lui les souvenirs de son fils décédé, le forçant à penser à lui et donc à avancer dans son processus de deuil. Il est probablement aussi touché par cette capacité surpuissante qu'ont les enfants à croire, avec leur espoir inaltérable. En effet, seuls des enfants auraient pu arriver si vite à une telle conclusion, que Caspar pouvait entendre les aliens et surtout les combattre. Évidemment, tout ceci est vite interrompu par une nouvelle attaque de drones dans l'hôpital. Et alors même que Trevent ne parvient pas à les combattre, Jamila est en danger, et poussé par ses sentiments, Caspar réussit à les arrêter par sa simple volonté, comme s'il se connectait à leur réseau. De plus, cet effort mental semble trop pour lui. Mais c'est surtout les bombes qui détruisent les vaisseaux à ce moment qui coupent la connexion alors que Caspar est encore en ligne. Ainsi, il perd connaissance en même temps que tous les monstres, et même les médecins ne peuvent rien pour lui. Il est officiellement en mort cérébrale. Toutefois, la fin de la saison nous fait comprendre que cette situation n'était pas permanente, car le jeune garçon revient à la vie, tout en restant inconscient car son esprit est ailleurs, alors que son corps repose à la morgue. S'il y a bien une chose à retenir dans cette série, et dans cette première saison, c'est que la race humaine est loin d'être la ressource la plus intéressante de notre planète. C'est bien pour ça qu'ils exterminent tous les humains qu'ils croisent, ou presque. On les dérange plus qu'autre chose. Et c'est cool, trop souvent égocentrés, on a eu droit à des films ou des séries de SF avec des aliens qui veulent nous emprisonner, nous exploiter ou nous vider de nos divers fluides. Mais là, il n'en est rien. Les humains sont seulement des nuisances sur la planète qu'ils convoitent. À ce stade, on peut seulement deviner qu'ils veulent les ressources naturelles de la Terre. À la fin de la saison, après la chute du vaisseau dans l'Amazonie, Trevent est enfin rentré chez lui après 2 ans. Il tente de retrouver une vie normale, mais entre la guerre et le cahier de Casp, il n'arrive pas à lâcher prise. Tous les autres personnages semblent aussi profiter de ce répit pour se recentrer et se reposer, comme Anisha en fuite avec ses enfants, et surtout Mitsuki, elle aussi en fuite, qui se retrouve dans un temple bouddhiste pour une conversation pleine d'ironie et surtout lourde de sens. Le moine se plaint du fait que l'humanité d'avant tenait tout pour acquis, qu'on ne profite pas du présent dans les 2 sens du mot, temporel bien sûr, et du cadeau qu'est simplement le fait d'exister. Je paraphrase, mais il me semble qu'il dit quelque chose comme « renoncer à ses désirs, c'est le début de la liberté ». Enfin, pour en finir avec cette saison, alors que tout le monde profite du calme retrouvé, la dernière image qu'il voit les fout droit sur place, tout comme nous spectateurs. Les envahisseurs sont déjà de retour. Un immense vaisseau fait son apparition au-dessus de l'Atlantique, le vaisseau mère de l'invasion tel une épée de Damoclès géante dans le ciel. Une première saison au rythme très lent, comme je l'ai déjà dit, et dans laquelle les événements ne sont pas si nombreux, mais toutefois palpitante, riche et intrigante, qui laisse le spectateur avec encore plus de questions que de réponses, promettant ainsi une saison 2 tout aussi excellente, voire plus encore. 4 mois ont passé depuis la courte victoire de l'humanité et l'apparition du vaisseau mère dans le ciel. La paix est plus ou moins revenue sur Terre, ou en tout cas c'est ce qu'on veut leur faire croire. Disons plutôt que le calme est revenu après la panique.
Une nouvelle organisation, la Coalition mondiale de défense, a pris le pas sur les gouvernements pour traiter des problèmes liés à cette invasion. Mais des millions de gens ont abandonné les villes et vivent dans des camps de réfugiés, et l'agriculture ne parvient plus à nourrir tout le monde à cause de la corrosion. Tout semble plus calme, notamment car les aliens semblent être passés à un plan d'extermination lente, utilisant les spores et quelques attaques localisées sur diverses zones du globe plutôt qu'une guerre totale. Cela fait-il partie de leur plan maintenant que les armées humaines sont décimées, ou ont-ils peur des bombes pour ralentir ainsi leur attaque? Cette saison commence également sur quelques petites incohérences, principalement celle de Mitsuki et sa réserve sans fin de cocktails Molotov. Mais on pardonne car ce ne sont que de tout petits détails et que le reste est plutôt très bien écrit. Mitsuki est encore seule et elle lutte pour protéger les innocents victimes des attaques de drones au Japon avant d'être retrouvée et capturée par la coalition de défense mondiale, qui la conduit ensuite au Brésil sur le site du crash aperçu en fin de saison 1 pour l'intégrer à une équipe de recherche sur les aliens. Un arc narratif qui pour le coup est vraiment extra dans cette saison. Ici, elle va étudier le vaisseau, mais surtout son seul survivant, un alien, créature impalpable faite de lumière qui semble sortir d'une brèche dans l'espace. Cet alien, qui est un vrai alien, alors que les créatures présentes sur Terre sont plutôt des machines, des soldats obéissant à une force supérieure, celui du vaisseau donc semble avoir une connexion avec Hinata, ou peut-être même avoir absorbé sa conscience. Et Mitsuki réussit alors à créer un lien avec lui. Ses connaissances de leur fréquence, son lien avec Hinata et surtout sa force de volonté lui font tenir bon face aux effets néfastes de l'alien sur son cerveau. Tout d'abord grâce à la musique de Bowie, puis avec la voix d'Hinata, ils réussissent à lancer une sorte de conversation très énigmatique. La première question qui se pose bien sûr est de savoir si Hinata est vraiment là, faisant partie du réseau ou si c'est une ruse. Il tente même d'absorber Mitsuki pour créer une sorte de fusion mentale, et pendant cette connexion, elle aperçoit Caspar, prouvant donc que c'est au même endroit que tout se connecte. De plus, quand elle lui demande pourquoi ils veulent détruire les humains et détruire leur planète, l'alien ne semble pas comprendre. Peut-être ne sont-ils pas là pour détruire la planète au final, mais au contraire la sauver en limitant la population humaine qui la détruit. Un sujet déjà très largement abordé dans la pop culture. Et le plus triste dans ces conversations, c'est que pour entamer le dialogue, il aura d'abord fallu torturer l'alien. Au milieu de tout ça, Mitsuki découvre aussi leur langage, et notamment que les contacts avec les aliens et leur réseau a tendance à remplacer la conscience humaine par la leur. Elle découvre ainsi un moyen de désactiver leur bouclier occultant. Et comme toujours, la première réaction est de lancer toute une flopée de missiles nucléaires sur ces nouveaux vaisseaux. Et il y en a un bon paquet cette fois. Celui qui avait détruit le Hoshi n'était clairement pas le seul. Et ici, on remarque que les gouvernements ne se font toujours pas confiance. Avant l'attaque nucléaire, ils sont en panique de laisser les commandes à la CDF. Même là, ils ont peur de se faire la guerre entre eux, alors que le véritable ennemi est dans le ciel. Ensuite, la famille Malik, avec les gosses toujours aussi relous, se retrouve au Canada, et ils finissent eux aussi par attirer l'attention de l'armée et ils se font capturer. Merci le sale gosse. Dans le convoi, ils font la connaissance d'un autre prisonnier, Clark, qui s'évade en les sauvant par la même occasion. Un personnage très intéressant qui va permettre à Anisha de s'ouvrir un peu plus. La famille rejoint donc leur groupe, celui des cagoules oranges, dit le mouvement, qui lutte contre les envahisseurs et surtout contre le gouvernement, pensant faire mieux. La coalition a d'ailleurs attiré tout ça sur elle. Elle est aussi secrète que pouvaient l'être les anciens gouvernements, donc les peuples s'insurgent et tentent de se défendre seuls. De son côté, Trevent a tenté de reprendre sa vie avec sa femme, qui s'est enfuie, le laissant seul avec sa sœur et sa famille. Tout semble pas trop mal se passer jusqu'à ce que son stress post-traumatique, mêlé à son sentiment de n'avoir pas accompli sa mission, refasse des siennes. Poussé par son désir de terminer la mission confiée par Caspar et par sa sœur qui le vire un peu de chez elle, il repart sur la route à la poursuite des réponses contenues dans le carnet à dessin. Et il finit dans la petite ville de l'Oklahoma, découverte dans le pilote de la série, qui est aujourd'hui aux mains de l'armée qui a creusé un énorme trou là où se trouvait le cratère. Cratère dans lequel sont rendus les gens qui avaient été enlevés par les aliens. Et ils sont rendus dans le même état que les scientifiques de l'Amazonie. Ce qui laisse sous-entendre que le moindre contact avec ce réseau aura des effets néfastes sur leur cerveau. Jamila, quant à elle, ne se fait toujours pas à la mort de son ami. Elle fait des rêves très réalistes de Caspar, qui pour le coup est presque vraiment devenu un fantôme. Il lui dit qu'il est toujours en vie et lui demande son aide. Elle décide donc de faire la route toute seule jusqu'à Londres pour retrouver ses deux potes et les embarquer dans sa quête folle. Puis, comme il leur faut un moyen de locomotion, quoi de mieux que de braquer une voiture? Et pourquoi pas carrément voler celle du père de Monty, le crétin de la saison 1, qui, comme par hasard, est seul avec sa sœur dans leur maison. Et toute cette troupe va donc partir ensemble à l'aventure direction la France. Ce voyage est plutôt fun à voir, les enfants apportent une bonne dose d'humour et surtout le passage du tunnel est bien palpitant. Surtout quand un drone tente de s'en prendre à Jamila et qu'il s'arrête. Est-ce encore Caspar qui la protège ou alors est-ce les bombes lancées sur tous les vaisseaux? Mais le pire, c'est que la réponse à cette attaque va être à la hauteur de leur victoire. Juste après ça, les drones sont rebootés pour évoluer en un nouveau modèle, les chasseurs-tueurs, créatures presque insectoïdes qui débarquent en force dans le tunnel, mettant un petit coup de stress à nos personnages.
Ces nouveaux soldats aliens sont plus nombreux, plus puissants, plus rapides et bien plus solides que les précédents. Ils ne peuvent plus être détruits par des moyens humains classiques. Donc, à cet instant, ça ressemble plus au début de la fin qu'à une réelle victoire, car les humains redeviennent de la chair à saucisse. Ce passage nous montre aussi l'ingéniosité des enfants, qui ne se laissent pas arrêter par un obstacle, mais trouvent un moyen de passer au travers, là où les adultes sont parfois trop défaitistes et manquent d'imagination. Caspar ensuite n'est évidemment pas mort, on le voit d'abord dans le coma en train d'être étudié par des chercheurs français, qui finissent même par l'abandonner pour aller se mettre en sécurité. Mais quand la petite troupe arrive dans l'hôpital parisien, Caspar est bien réveillé, mais quelque peu différent. Comme si sa connexion et son temps passé dans le réseau alien avaient altéré son identité. Chose que l'on retrouve également, mais en un peu différent, du côté de Mitsuki. Après leur escapade parisienne, la prochaine étape du road trip, c'est Orléans, où ils vont justement retrouver plein d'autres enfants comme Caspar et les médecins de la coalition avec qui il va collaborer pour gagner la guerre. Décidément, entre ça et Daryl Dixon, ces dernières semaines ont réellement mis la France à l'honneur. Merci. Revenons juste avant les bombes, alors que le mouvement, avec Anisha et sa famille, tentait de secourir des gens attaqués par les drones. Ils sont en mauvaise posture, mais heureusement, les bombes font leur office au bon moment, coupant leur lien avec le cerveau central qui les contrôle. Donc, petite victoire pour les révolutionnaires, mais de courte durée, car ils découvrent que pendant ce temps, la petite Sarah a disparu, emmenée par l'armée qui recherche toujours l'éclat. Avec tout ça, Anisha passe pas loin de craquer quand elle découvre que Sarah est bien aux mains de l'armée. Mais, regroupant toutes ses forces de leader, elle réussit à rameuter tout le monde dans sa mission. Il est donc temps de se faire croiser Trevent et la bande d'Anisha, vu que la petite est aussi dans l'Oklahoma. De plus, Luke est finalement un peu comme Casp. Il entend les extraterrestres. C'est pour ça qu'il n'avait pas saigné du nez et qu'il connaît le mot Wajo, que tous les autres enfants ne cessent de répéter. Les pouvoirs de Luke se dévoilent vraiment dans un moment un peu facile scénaristiquement parlant. Avant, Anisha mentait et trahissait pour se protéger et protéger les siens. Et là, d'un coup, elle est prête à se sacrifier pour sauver une gamine inconnue. Tout ça pour qu'elle se mette en danger afin de provoquer la réaction et surtout l'éveil des pouvoirs de son fils. De l'autre côté du monde, en Amazonie, on a enfin la confirmation de ce qu'on soupçonnait. Le patron de la Darmax, Nikhil, est un monstre sans humanité. Ce qui est ironique pour la personne responsable de sauver la race humaine. Il est prêt à sacrifier ses employés et surtout Mitsuki pour devenir celui qui va sauver le monde. Un abus d'ego qui le pousse même à exécuter une provocation ultime en attaquant l'alien. Chose qui se ressent dans le monde entier alors qu'il est écrasé comme la merde qu'il est par la forme de vie. Un chaos mondial sous forme de secousses sismiques qui arrive au bon moment pour faire diversion dans la base de l'Oklahoma, permettant à Trevent de s'y infiltrer avant d'être rejoint par la team d'Anisha venue sauver sa fille. Pour stopper tout ça, Mitsuki se retrouve obligé de détruire son pote l'alien. Et c'est alors qu'il découvre que ces aliens ne sont pas que des formes de vie étranges et immatérielles, mais des portails qui relient plusieurs endroits entre eux. En parlant de connexion, après ça, Mitsuki voit encore son esprit changer, comme pour devenir plus alien qu'humain. Elle peut notamment voir l'énergie vitale de la forêt, les connexions entre chaque élément. Et elle devient même capable de se connecter consciemment au réseau alien, là où Caspar a besoin d'être dans le coma. Et là où elle fait encore mieux que Caspar, c'est qu'elle est même reconnue par le vaisseau comme un pilote, ou en tout cas un esprit compatible, et elle arrive à contrôler un alien à l'autre bout du monde via ce réseau. Mais pour cela, elle doit faire le choix de se sacrifier, ou en tout cas de sacrifier son humanité, et de perdre la tête comme les autres avant elle. À l'autre bout, Anisha et surtout son fils assistent l'armée dans leur mission, leur permettant de localiser leur portail et de stopper les chasseurs qui tentent de le défendre. Trevent, lui aussi présent, assiste à tout ça, estomaqué, avant de se jeter dans le bain pour protéger le monde, tel un vrai héros. Grâce à Mitsuki et aux visions de Caspar, la coalition décide donc de lancer une attaque sur le cœur du réseau, le vaisseau mère, avec pour seule arme l'éclat extraterrestre, en envoyant des soldats à travers le portail directement dans ce que j'appelle le réseau, mais qui au final serait plutôt un lieu existant entre les dimensions. Un lieu dans lequel on peut y être tant physiquement qu'en esprit. Ce labyrinthe n'existe pas vraiment dans notre monde en 3 dimensions. De même que les aliens existent en dehors de l'espace-temps, d'où notamment la maladie temporelle qui touche les scientifiques. Ici, j'y vois clairement une petite ref à Stargate, meilleure série SF de l'histoire. La saison s'achève enfin avec Mitsuki inconsciente ou peut-être morte. Trevent, qui a traversé seul le portail pour y rejoindre l'esprit de Casp, est tenté de détruire la lumière au cœur du labyrinthe. Et finalement, les seuls protagonistes à bien s'en sortir à la fin de cette saison, c'est Anisha, son nouvel ami et leur gosse qui vont bien. Même si Luke est enfin connecté aux autres enfants suite à l'affrontement avec les chasseurs, ce qui promet peut-être quelques surprises pour la suite. Et, petit détail fugace, dans la dernière séquence concernant Caspar, je sais pas si vous avez remarqué ses yeux qui changent pendant une seconde alors qu'il tourne le dos à Trevent. Est-il finalement toujours lui-même ou est-il lui aussi devenu l'un des leurs? Son esprit a peut-être trop changé, comme celui du Mitsuki dans ses derniers instants. Et va-t-il aider Trev à accomplir sa mission ou plutôt la saboter? Et surtout, va-t-on enfin découvrir l'intérieur du vaisseau mère et les êtres qui s'y trouvent?
Et va-t-on enfin comprendre ce que ce mot Wajo signifie? Toutefois, l'espoir n'est pas perdu pour l'humanité et pour Mitsuki, car si les gens enlevés par ces portails finissent par revenir dans le cratère, peut-être qu'il en est de même pour Hinata, qui serait toujours en vie quelque part, même si probablement lobotomisée elle aussi. Et peut-être même qu'avec ces changements, Mitsuki serait capable de la revoir ou carrément de la sauver. Cette saison était donc vraiment à propos de résilience, de dépassement de soi et surtout de collaboration. C'est ensemble que les personnages se poussent à être plus forts et à ne rien lâcher, et c'est en mettant leurs atouts en commun qu'ils atteignent finalement leurs objectifs. Là où la première saison avait plutôt tendance à traiter de l'individualisme dans la survie. Toutes ces futures réponses aux nouvelles questions de cette saison devront donc attendre la saison 3, et c'est ça qui va être le plus difficile. J'ai vraiment hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Qui sont ces envahisseurs et que sont-ils venus faire chez nous? Cette série qui avait donc commencé de façon un peu délicate a finalement atteint son prime avec cette dernière saison. Les thèmes y sont toujours plus présents et intenses, et les fans de SF de qualité en ont enfin eu pour leur compte. Voilà, merci à vous pour votre visionnage, pensez comme toujours à laisser un commentaire, à vous abonner et liker la vidéo pour soutenir le travail fourni. Sur ce, je vous laisse et à très vite sur Anakaland. Bye.